Tout d'abord, un grand merci à Philippe et aux organisateurs pour leur invitation et leur organisation très agréable de ce colloque. Un grand merci aussi aux traducteurs. Donc, je voudrais rassurer les auditeurs brésiliens. Je pense qu'ils auront une meilleure, paraphrasant Borges, je pense qu'ils auront une meilleure conférence que ceux qui l'écouteront en français, puisqu'elle sera certainement améliorée par la traduction. Donc, je vais essayer de parler lentement. Et donc, en fait, je poursuis, comme de ce que j'ai compris, Philippe l'a dit, plusieurs objectifs. Un premier objectif, en effet, c'est de vous présenter des textes de Villemain et de Granger pour répondre à cette question du génie en mathématiques. Donc, je suis un historien et philosophe des mathématiques, donc dans la tradition française de l'épistémologie historique. Et donc, du coup, ça veut dire que une stratégie commune, c'est de présenter des textes. Donc, au moins, vous aurez de beaux textes de Descartes, des Argues, de Villemain et de Granger. Je ne lirai pas dans leur entier toutes les citations, mais vous pourrez les regarder. Et donc, en fait, quel est le problème de départ? Je pars, en fait, d'un paragraphe de la philosophie de l'algèbre de Villemain, de quelques pages, qui est consacré au génie mathématique et qui fait écho, en fait, à un extrait de la critique du jugement de Kant. Et dans ce paragraphe, Villemain affirme la chose suivante, c'est le point de départ de ma conférence: on doit refuser le génie au savant, et en comparant le savant à l'artiste. Donc mon idée, en fait, dans cet exposé, c'est d'abord dans une introduction, de vous présenter ce texte de Kant, et puis d'essayer de vous montrer dans quelle mesure on peut proposer des objections, soit en tant que mathématicien, soit en tant que philosophe. Le philosophe, ce sera Hegel, le mathématicien, ce sera Euler. Ensuite, vous montrer comment Villemain, je trouve de façon assez habile et intelligente, modifie la thèse de Kant en insérant l'histoire. Ensuite, dans une partie qui suivra, je vous présenterai, et là aussi c'est assez naturel pour quelqu'un qui fait de l'histoire de la philosophie des mathématiques, quelle est la position des mathématiciens sur cette question du génie, en essayant de voir dans quelle mesure cette position est en accord ou pas avec ce que décrit Villemain. Donc, ça c'est aussi mon côté historien, pour vous montrer que c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui traverse l'histoire. J'ai pris deux mathématiciens du XVIIe siècle, parce que aussi de façon contingente, je suis spécialiste du XVIIe siècle. Ce sont Descartes et Desargues, et j'ai pris deux mathématiciens du XXe siècle, que sont Dieudonné et Lovache, qui est un combinatoricien hongrois, toujours vivant. Donc, pour parler et je vais ensuite préciser le lien entre les deux, de la question de la réflexivité des mathématiques. Et enfin, dans un dernier temps, j'essaierai de montrer comment, en fait, on peut utiliser ce que dit Gilles Gaston Granger dans son essai d'une philosophie du style, à propos du style cartésien-argésien, pour revenir sur ce même problème. Donc, vous voyez, je cours plusieurs lièvres à la fois, selon l'expression française. Il y a d'un côté l'idée de vous montrer à l'œuvre Granger et Villemain dans une réflexion mêlant histoire et philosophie des mathématiques. Il y a aussi une idée importante sur laquelle je veux insister dès à présent, c'est que j'espère que vous montrer qu'il s'agit de faire plus qu'un hommage. C'est-à-dire que, évidemment, Granger et Villemain sont deux grands philosophes français des sciences et des mathématiques de la seconde moitié du XXe siècle. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est que on peut encore maintenant, dans un projet actuel, par exemple, de philosophie de la pratique mathématique, proprement utiliser leurs textes et leurs réflexions, et qu'il ne s'agit pas simplement de rendre un hommage et de considérer que leurs textes, aussi brillants et intéressants soient-ils, font partie du passé. Donc voilà un peu pour l'introduction générale. Donc ici vous voyez le plan que je viens d'expliquer finalement.
Et donc, je commence avec cette citation de Kant, tirée de la critique du jugement, que cite Willmann, c'est le début. Donc, qu'est-ce que nous dit Kant? Donc, je lis. On peut bien apprendre tout ce que Newton a exposé dans son immortel ouvrage sur les principes de la philosophie de la nature, donc les Principia, quelque puissant qu'ait dû être le cerveau capable de telles inventions. Mais on ne peut apprendre à composer de beaux poèmes si détaillés que puissent être les préceptes de la poésie et si parfaits que puissent en être les modèles. En voici la raison. Newton pouvait non seulement pour lui, mais pour tout autre, décrire clairement et déterminer pour ses successeurs les démarches qu'il eut à faire depuis les premiers éléments de la géométrie, jusqu'à ses grandes et profondes découvertes, mais aucun Homère, aucun Wieland ne pourrait montrer comment ces idées riches en poésie et pourtant lourdes de pensée surgissent et s'assemblent dans son cerveau, car lui-même ne le sait pas, et il ne peut donc l'enseigner à un autre. Donc vous voyez qu'il y a une opposition qui est mise en avant par Kant entre la figure de l'artiste et la figure du mathématicien. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que cette idée que le mathématicien, à chaque fois, peut, non seulement pour lui, mais pour tout autre, décrire clairement et déterminer pour ses successeurs les démarches qu'il a eu à faire, c'est-à-dire il peut rendre compte de la façon dont il a démontré de façon brillante tel théorème ou résolu tel problème. Déjà, la première remarque qu'on peut faire, c'est que tout cela est tout à fait discutable. Alors, comme je fais quand même un exposé de philosophie des mathématiques, il faut qu'il y ait au moins un tout petit peu de mathématiques. Alors j'ai pris un exemple très simple que j'emprunte à Bachelard, qui est, alors il faut que j'appuie, voilà, il faut que j'appuie sur le bon bouton. Donc, alors oui, voilà. Excusez-moi, je suis habitué en fait à faire l'exposé depuis l'ordinateur, et là c'est la première fois, donc voilà, là ça va aller mieux pour vous. Donc, la démonstration du théorème de Pythagore qu'on trouve dans les éléments d'Euclide, vous savez donc l'idée donc est de montrer que la somme des aires des carrés construits sur les côtés de l'angle droit est égale à l'aire de ce carré. Et évidemment, alors là malheureusement on ne le voit pas bien sur les transparents, j'ai indiqué 3 lignes en rouge, cette ligne pointillée et cette hauteur qui ne sont pas données. Et donc bien sûr, la remarque qu'on peut faire c'est, mais comment, si on se propose de démontrer le théorème de Pythagore, comment Euclide a-t-il pensé à introduire ces lignes? C'est exactement la critique que fait Hegel, et donc du coup on voit évidemment que cette idée de Kant qui consiste à dire que chaque mathématicien présente à chaque fois les raisons d'être des démarches qui l'ont amené à démontrer un théorème ne va pas de soi. Qu'est-ce que nous dit Hegel? Dans la connaissance mathématique, la réflexion est une opération extérieure à la chose. On ne se rend pas compte tout d'abord de la nécessité de la construction. Elle ne résulte pas du concept du théorème, mais elle est imposée. Et on doit obéir en aveugle à la prescription de tirer ces lignes particulières quand on en pouvait tirer une infinité d'autres, tout cela avec une ignorance égale seulement à la croyance que cela se conformera à la production de la démonstration. Donc là, vous voyez très exactement une critique par Hegel du point de vue de Kant, c'est-à-dire que, je continue, cette conformité au but se manifeste plus tard, mais elle est seulement extérieure, puisque dans la démonstration, elle se montre seulement après coup. Alors, vous allez voir après que ce que je trouve assez fin et assez malin de Willmann, ça va être de modifier la thèse de Kant pour prendre en compte cette objection. Alors, il ne s'agit pas de dire que Willmann ne cite pas Hegel. Là, j'ai pris en fait j'ai extrait cette citation d'un ouvrage de Bachelard qui revient aussi sur cette question. Donc, c'est aussi pour vous dire qu'elle se pose à d'autres auteurs que Granger et Willmann. Donc, première critique de la thèse de Kant par Hegel, donc par un philosophe. Alors maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut aussi faire une objection
et en tant que mathématicien. Parce que les mathématiciens pourraient dire, oui, mais Hegel n'est pas forcément la personne la plus indiquée pour parler des mathématiques, alors je vous prends un grand mathématicien, pour le coup, qui est Euler. Et qu'est-ce que nous dit Euler précisément à propos des Principia de Newton dans la connaissance... Alors, pardon, hop, j'avance. Ce qui distrait le plus le lecteur, donc en fait il est en train de parler des Principia de Newton, et que tout y est élaboré synthétiquement. Alors ça c'est une grande discussion qui est liée à cela sur analyse et synthèse en mathématiques que je vais laisser de côté, mais en tout cas le point important pour Euler est la suivante. Qu'est-ce qui se passe quand on lit les Principia de Newton ou quand on lit des ouvrages de mécanique qui sont rédigés selon la manière synthétique? Le lecteur, même s'il est persuadé de la vérité des choses exposées, n'en acquiert pas pour autant une connaissance claire et distincte, de sorte à être capable de résoudre avec ses propres forces les mêmes questions lorsqu'elles sont un tant soit peu changées, à moins qu'il ne les cherche par l'analyse et développe les mêmes propositions selon la méthode analytique. Donc, vous voyez, ici, je pourrais entrer dans davantage de détails, mais ça, je veux continuer avec Villemin. Ce que je voulais vous montrer, c'est que, d'une part, cette thèse de Kant qui distingue l'œuvre d'art de l'œuvre de mathématiques et le mathématicien de l'artiste, elle peut être discutée et du point de vue du philosophe et du point de vue du mathématicien. Alors maintenant, quelle est la réponse de Villemin à tout cela? Villemin, là je vais passer relativement vite, donc résume ce qu'il en est pour le génie en art. Donc, le génie ne peut donc pas indiquer scientifiquement comment il réalise son œuvre, c'est la nature qui parle en lui, il est inspiré, il ne peut lui-même assigner les règles de sa propre production, mais il reçoit de la nature comme un don gratuit. D'accord ? Alors maintenant, qu'en est-il? Quelle est l'inflexion que va donner Villemin pour le génie en mathématiques? Le point important est le suivant, c'est qu'il va nous dire la chose suivante. Il est ici, vous voyez en gras souligné en droit. En effet, en droit, une œuvre scientifique fait toujours apercevoir les règles, parfois cachées à l'inventeur. Donc on est passé de deux faits en droit, qui l'ont rendu possible, tandis qu'une telle illumination rétrospective fait a priori défaut aux œuvres d'art. Aussi, et c'est là où je trouve déjà que Villemin apporte une première réflexion intéressante, les plus belles découvertes scientifiques sont-elles destinées à grossir les connaissances anonymes qu'on rassemble dans les manuels? Elles cessent d'appartenir à leur auteur, qui ne peut être dit génial que psychologiquement ou provisoirement, par suite d'un simple défaut dans la réflexion auquel remédie toujours la postérité. Alors évidemment, ça c'est un point qu'on peut interroger, c'est auquel remédie toujours la postérité. Ainsi, ce qui paraît illusoirement dû au génie de Gauss dans les Disquisitiones Arithmeticae est transformé en simple méthode uniforme, suivant le vœu de Descartes par le jeune Dirichlet. Ce mouvement rétrograde de la réflexion destructrice du génie est lié à l'essence même de la connaissance scientifique. Donc, vous voyez la réponse de Villemin, la modification de la thèse de Kant par Villemin consiste à dire que, en fait, d'une part, même si on peut conserver un génie en un certain sens psychologique, en droit, toute œuvre géniale en mathématiques, elle est absorbée par les mathématiques et c'est une caractéristique de l'activité mathématique et à la vocation à finalement être transformée en méthode uniforme et en manuel, qui sera présenté au sein d'un manuel de mathématiques. Donc maintenant, je voudrais juste rapidement dire un mot concernant quelles conséquences cela a pour le philosophe qui s'intéresse aux mathématiques. Du coup, ça veut dire en fait, et là c'est une façon, par rapport aux reproches qu'on a pu faire, soit du côté soit aux mathématiciens comme Bourbaki de pratiquer une histoire rétrospective, soit des reproches de même nature à Villemin, vous voyez que c'est autre chose, et du coup ça donne comme tâche aux philosophes d'un côté, parler des méthodes qui apparaissent
Donc de distinguer entre d'un côté méthode et objet, méthode et idée en mathématiques. Et la chose sur laquelle je vais insister rapidement, parce que c'est plutôt un point, on va dire, d'exégèse de Villemin, c'est qu'en fait, dans la philosophie de l'algèbre, il y a 2 volumes, un qui est paru, que vous connaissez sans doute, le deuxième qui n'est pas paru, c'est que du coup, il y a une double tâche pour le philosophe des mathématiques. Dans un premier temps, et c'est ce qu'a fait Villemin dans le premier volume de la philosophie de l'algèbre, il étudie quelques structures dans la Discussiones Arithmeticae de Gauss fondamentales pour expliquer la découverte de Galois, donc pour le dire, par exemple, la théorie de Galois et la théorie des groupes, fournissent les rudiments, et j'insiste sur rudiments. Et dans un second temps, et ça ce sera fait par Villemin dans la philosophie de l'algèbre 2, il s'intéresse à la réalisation de ces méthodes dans des structures. On verra qu'en fait, on retrouve ce point de vue chez Granger. Donc le point sur lequel je veux insister, c'est que du coup, on n'est pas dans une lecture rétrospective ou une histoire récurrente naïve, on est dans l'idée que une des caractéristiques de l'activité mathématique, c'est la transformation des œuvres du génie mathématique en des manuels, et que donc le travail du philosophe des sciences et des mathématiques, c'est de suivre ces transformations. Et on verra qu'en un certain sens, le projet de Granger dans l'essai d'une philosophie du style peut être rapporté aussi à cette entreprise-là. Alors, maintenant, donc là, le temps passe, je vais peut-être laisser de côté cette citation. C'est une citation de Gauss par Villemin, où justement Gauss redit exact. Ce qui est intéressant, c'est que Villemin utilise cette citation parce que Gauss dit exactement la même chose que je viens de vous dire, c'est-à-dire il y a d'un côté, d'un côté des méthodes uniformes qui en remplacent et qui ont pour vocation de remplacer le génie en mathématiques pour résoudre des problèmes en plus grand nombre, et en même temps aussi, procurer des classifications. Alors, je laisse ça de côté pour avancer. Et d'abord, maintenant, je voudrais essayer de voir, donc c'est la deuxième partie, les mathématiciens, dans quelle mesure ce projet que Villemin endosse en tant que philosophe, est-ce qu'il a été également mis en œuvre par les mathématiciens? Dans quelle mesure on trouve chez les mathématiciens cette volonté d'essayer de, alors, on va dire, 2 choses différentes. Présenter une méthode aussi uniforme que possible de résolution des problèmes, et donc tenter de mettre de côté la question du génie en mathématiques. L'exemple typique de cela, c'est Descartes. Alors là, ici, je vous donne la citation, une citation du début de la géométrie, mais alors tout Français a lu ce texte, il n'y a qu'à penser au tout début du discours de la méthode, qui nous dit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Donc ici, en fait, le point de vue de Descartes est le suivant. Quand on veut résoudre quelques problèmes, et j'insiste ici sur cette partie-là, alors attendez, c'est ça, on doit parcourir la difficulté selon l'ordre qui montre le plus naturellement de tous en quelle sorte elles dépendent mutuellement les unes des autres. Alors bien sûr, le plus naturellement de tous, ça veut dire que on doit résoudre un problème mathématique en fixant comme contrainte le fait que, d'une part, la résolution suit des règles prédéfinies, ça vous savez, pour Descartes, les règles du discours de la méthode, et d'autre part, qu'il y a un accord entre résolution d'un problème et connaissance mathématique. Alors, c'est dit de façon encore un peu plus claire par Descartes dans la controverse qu'il a avec Fermat
sur la méthode des tangentes, c'est-à-dire quelle est la façon licite, légitime, de résoudre le problème des tangentes. Alors, bien sûr, c'est celle de Descartes. Donc, qu'est-ce qu'il dit en critiquant Fermat? Donc, pour Fermat, alors là, je m'excuse auprès des traducteurs pour le français du XVIIe siècle, qui est sans doute difficile à traduire. S'il y a un problème, ils me le disent. Premièrement, la règle de Fermat est telle que sans industrie et par hasard, on peut aisément tomber dans le chemin qu'il faut tenir pour la rencontrer. Donc, elle fait du génie. Alors que ma règle est tirée d'une connaissance de la nature des équations qui n'a jamais été, que je sache, assez expliquée ailleurs que dans le 3e livre de ma géométrie. Donc vous voyez la position de Descartes. Alors, je pourrais présenter les textes de Fermat qui montreraient que, bon, bien sûr, la critique de Descartes est un peu injuste, mais qu'en même temps, chez Fermat, il n'y a pas cette idée d'assujettir la résolution d'un problème à la présentation claire et distincte de la connaissance mathématique d'un objet. Donc, une autre façon de le dire, c'est de dire que Fermat a souvent été catégorisé comme problem solver et pas comme théoricien. Ce qui est, ces catégories étant tout à fait discutables. Mais en tout cas, le point que je veux vous montrer, c'est que ici, chez Descartes, et ce n'est pas un hasard, on retrouve cette idée d'une part, accord entre génie mathématique et connaissance mathématique, et d'autre part, l'idée qu'on doit, en même temps qu'on résout un problème ou démontrer un théorème, révéler les raisons d'être de la méthode. Voilà. Alors, maintenant, ce que je voudrais, ce serait essayer de vous montrer que, en fait, cette attitude-là n'est pas partagée. C'est-à-dire qu'on a... alors, elle n'est pas partagée de deux façons différentes. Première façon, selon les domaines des mathématiques, certains domaines sont, par les mathématiciens, considérés comme le domaine du génie en mathématiques, c'est-à-dire une invention dont on ne perçoit pas les ressorts, les raisons d'être. C'est le cas, par exemple, alors là, je vais prendre deux exemples, un pour le XVIIe siècle et un pour le XXe siècle. Pour le XVIIe siècle, c'est le cas, par exemple, pour l'arithmétique. En tout cas, du point de vue de Descartes. Donc, je passe assez vite sur ces deux citations. Quel est le problème? Mersenne demande à Descartes de trouver un nombre qui a la même propriété que 120. Bon, il se fait que quand vous considérez tous les diviseurs de 120, donc comme 1, 2, 3, 4, etc., vous faites la somme à l'exclusion de 120 et vous vous rendez compte que vous obtenez le double de 120. Donc c'est ce qu'on appelle un nombre multiparfait. C'était déjà considéré par Euclide, les nombres parfaits étaient considérés par Euclide, ça c'est simple à vous expliquer. Vous prenez le nombre 6, 6 c'est 1 plus 2 plus 3. Donc l'idée de ce type de problème, c'est je veux que vous me donniez des nombres entiers qui sont tels qu'il y a une certaine relation entre le nombre entier et ses diviseurs. Et donc la réponse de Descartes, en fait, en 1631, quand Mersenne lui pose ce problème, c'est de dire, en fait, je ne vais pas le chercher, parce qu'il ne tombe pas sous la juridiction de ma méthode. Pour ce type de question, il faut ordinairement plus de patience que d'esprit, et elle n'apporte aucune utilité. Alors finalement, il va reprendre le problème un peu plus tard, en 1638, mais en même temps, on trouve de la part de Descartes une sorte d'aveu de faiblesse, puisque en tant que méthodique impertinent, comme le qualifient parfois les mathématiciens qui sont ses adversaires, il devrait indiquer comment il a trouvé les nombres en question. Et là, il se contente de dire « Il me faudrait du temps pour expliquer en forme d'une règle qui peut être entendue par ceux qui usent d'une autre méthode. Donc, je me contenterai de vous donner les nombres en question. Et je pense que ça suffira. » Donc, si je prends le XVIIe siècle, et si je prends le domaine de l'arithmétique, on pourrait dire que c'est un domaine temporaire du génie en mathématiques. Évidemment, depuis, les choses ont changé. Alors maintenant, par rapport à cette idée d'indiquer les raisons d'être, donc en fait,
dans la discussion que je n'ai pas véritablement commencé de analyse et synthèse, la synthèse, la thèse classique consiste à dire que, invoquée par les auteurs de cette période, consiste à dire que une démonstration synthétique, elle convainc le lecteur, et donc elle est certaine, mais qu'elle n'explique pas comment elle a été trouvée, par différence avec l'analyse. Là, ce que je veux vous montrer avec Desargues, donc l'auteur qui suit, c'est qu'en fait, on est encore au-delà, c'est-à-dire on est dans une situation où non seulement le rapport n'est pas fait entre invention et connaissance mathématique, mais de surcroît, on est dans une situation où la connaissance mathématique n'est plus certaine et plongée dans le trouble. Alors, qu'est-ce que nous dit Desargues? Alors, je vous ai donné, malheureusement, le bas des transparents est coupé, mais je vous ai donné la traduction en anglais parce que Desargues est difficile à lire, y compris pour les Français. Donc, le point sur lequel je veux insister, c'est la dernière phrase que nous dit Desargues. Donc, Desargues, vous le savez, pour le dire vite, c'est l'inventeur de la géométrie projective. Donc, un des inventeurs de la géométrie projective, pour le dire très vite, et donc qui introduit des points à l'infini. Et qu'est-ce que nous dit Desargues? L'entendement se perd parce que le raisonnement ordinaire le conduit à en conclure, alors ça c'est le style alambiqué de Desargues, des propriétés dont il est incapable de comprendre comment c'est qu'elles sont. Alors, je vous rassure, y compris pour un Français, c'est horrible à lire. Donc, si je devais essayer de dire ça de façon un peu plus claire, alors, si vous voulez comprendre Desargues, c'est simple, il suffit de lire Pascal. Si je dois dire les choses un peu vite. Donc, quand on lit Pascal de l'esprit géométrique, on comprend beaucoup mieux ce que ce genre de choses veulent dire. Donc, ce qu'est en train de nous dire Desargues, c'est qu'en mettant en œuvre sa géométrie, son brouillon project, on se retrouve... Alors, on démontre des propositions profondes de géométrie, mais en même temps, non seulement on n'est pas capable de rendre compte des raisons pour lesquelles on les démontre, c'est-à-dire de mettre en avant une méthode uniforme, mais en plus, on met en échec l'entendement. Donc c'est pire. Donc voilà. Alors maintenant, vous pourriez me dire, bon, très bien, tout cela c'est le XVIIe siècle. Est-ce que cette question du rapport entre génie mathématique et connaissance mathématique et l'idée que toute œuvre géniale en mathématiques a vocation à être finalement digérée par l'activité mathématique et les mathématiciens et à terminer sous forme d'un manuel, est-ce qu'on retrouve cette préoccupation chez les mathématiciens du XXe siècle? Alors, la réponse est oui. Alors, pour cela, j'ai pris deux textes. Un texte un peu étrange de Dieudonné qui s'appelle Panorama des mathématiques pures. Alors, c'est un peu étrange parce que ça ressemble à... C'est un peu... Alors, maintenant, on ne fait plus ça. Je ne sais pas si au Brésil, on le faisait comme en France. C'est un peu comme quand on regarde, en prévision des vacances de Noël, on n'achète pas les jouets, mais on regarde un catalogue où il y a tout un tas de jouets. Et on regarde leur description, à défaut de les avoir à la maison, on est très content. Et donc là, c'est un peu la même chose, sauf que les jouets, c'est des théories mathématiques. Et donc Dieudonné nous fait une sorte de catalogue des mathématiques en présentant à chaque fois à la fin les mathématiciens qui ont contribué aux théories mathématiques en question. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il donne en fait une typologie des problèmes. Son idée étant aussi d'expliquer comment Bourbaki a choisi les problèmes les problèmes mathématiques qui figurent dans les éléments. Et donc, vous allez voir que cette typologie des problèmes de Dieudonné, elle reprend en fait la question que nous traitons depuis le début. Donc, il commence par dire qu'il y a des problèmes mornés et des problèmes sans postérité. Donc, du coup, là, ça remet un peu en cause ce que disait Villemin, c'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il y a quand même des parties des mathématiques qui meurent.
et que donc elles ne sont pas nécessairement l'œuvre d'une réélaboration ultérieure. Donc les problèmes mornés, les problèmes sans postérité, et c'est là où on découvre le goût de Dieudonné pour la combinatoire. Donc Dieudonné était, pour ceux qui l'ont lu, était coutumier d'affirmation assez péremptoire, ce qui pouvait sans doute se permettre, mais assez dur. Et donc, par exemple, il est bien connu qu'on ne trouve pas de combinatoire dans les éléments de Bourbaki. Pourquoi ? Parce qu'il le qualifie brutalement de problème sans postérité. C'est le cas de beaucoup de problèmes ressortissant à ce qu'on appelle la combinatoire, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on peut résoudre de façon brillante un problème, mais sans comprendre du point de vue Dieudonné pourquoi on l'a fait, et ça a pour conséquence que ça ne donne pas lieu à des développements ultérieurs. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous dit Dieudonné ? Une situation plus favorable est celle où, en approfondissant les techniques utilisées pour résoudre le problème de départ, on arrive aux besoins en les compliquant considérablement à les utiliser dans d'autres problèmes similaires ou plus difficiles, sans toutefois, et donc là vous voyez, on revient à cette question, qu'on ait le sentiment de comprendre véritablement la raison de ses succès. Donc là, le point sur lequel je veux insister, c'est que je trouve que la typologie des problèmes de Dieudonné va reprendre les différentes étapes qui vont conduire à ce qu'on a vu affirmé par Villemin. Donc ce sont des problèmes qui engendrent une méthode. Et vous souvenez peut-être, tout à l'heure, il y avait un transparent où Villemin parlait de méthode et d'objet. Là, on est dans la première partie, c'est les problèmes qui engendrent une méthode. Ensuite, dans quelques cas assez rares, l'étude du problème finit parfois au bout d'un temps assez long par révéler l'existence de structures sous-jacentes insoupçonnées qui non seulement illuminent la question posée, mais fournissent des outils généraux et puissants permettant d'en élucider une foule d'autres dans les domaines variés. Et bon, je pense que je n'ai rien à ajouter, c'est-à-dire que c'est exactement ce que nous disait Villemin, dit par Dieudonné, et ces problèmes-là s'ordonnent autour d'une théorie générale féconde et vivante. En règle générale, il y a l'exhibition d'une structure. Il donne comme exemple la topologie algébrique. Donc là, on va dire c'est la phase ultime de croissance. Et après, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir des phases de décroissance, si je puis dire. La théorie a tendance à se concentrer sur des questions de plus en plus spéciales et isolées, pouvant d'ailleurs être difficiles. Ce sont les théories en voie d'étiolement. Et enfin, il arrive aussi qu'on cherche, sans motif apparent, à modifier assez arbitrairement les axiomes. Et là, on est dans les théories en voie de délayage. Bon. Donc, le point sur lequel... Alors, évidemment, je vous laisse deviner quels sont les problèmes qu'on trouve dans les éléments de mathématiques de Bourbaki. Dieudonné dit, en toute objectivité, ce sont les problèmes du type 4, en majorité, et quelques problèmes du type 3. Donc, en tout cas, du coup, le point auquel je voulais venir, c'est que si on prend comme définition des mathématiques les éléments de mathématiques de Bourbaki, ce qui n'était pas absurde à l'époque de Villemin, on se rend compte que, en quelque sorte, la thèse de Villemin est validée par les mathématiciens. Et donc, cette idée qu'un travail mathématique essentiel, c'est celui d'identifier, pardon, je reviens, les problèmes de type 3 et 4, donc les problèmes qui engendrent une méthode et les problèmes qui s'ordonnent autour d'une théorie générale féconde et vivante, et que les mathématiques, c'est précisément cela. Alors, maintenant, je me vois obligé de défendre... alors, on avait vu que tout à l'heure, si je puis dire, le vilain canard, c'était l'arithmétique au XVIIe siècle, en tout cas pour Descartes. Donc ici, qu'en est-il de la combinatoire ? Alors, j'ai pris ici c'est l'introduction d'un ouvrage, en fait, un manuel d'exercice qui s'appelle Combinatorial Problems and Exercises de Lomach, donc qui est un mathématicien, un grand mathématicien hongrois contemporain vivant qui travaille en combinatoire et qui a démontré vraiment des théorèmes remarquables et reconnu comme un des grands mathématiciens de ce thème-là. Et ce qui m'intéresse ici, c'est de voir à nouveau un plaidoyer
pour la combinatoire et pour finalement donner à la combinatoire les mêmes, si je puis dire, lettres de noblesse, ou en tout cas intégrer le fait que la combinatoire aussi est engagée dans ce même travail et ce même processus. Donc, je lis rapidement. It is often forcefully stated that combinatorics is a collection of problems which may be interesting in web cells, but are not linked with and do not constitute a theory. Donc, on peut avoir un tel ou tel génie mathématique qui va résoudre un problème en ignorant les raisons profondes pour lesquelles il est résolu. Et donc, la conclusion, c'est qu'on n'a pas de méthode uniforme, on a simplement des problèmes isolés. The above accusations are clearly characteristic of any field of science at an early stage of its development. Et donc là, on retrouve la description de données. At the stage of collecting data, as long as the main questions have not been formulated and the abstractions to a general level have not been carried through, there is no way, et là je souligne, to distinguish between interesting and less interesting results, except on an aesthetic basis, which is of course too subjective. Et donc le point qui m'intéresse, mais là c'est mon côté historien des textes, c'est qu'on voit réapparaître de façon complètement indépendante chez Lovache, dont je doute qu'il ait lu la critique de la faculté de juger de Kant, ce point de, quand on en reste au niveau, quand on en reste à ce premier niveau, on est confronté finalement à des mathématiciens artistes et on ne peut juger des résultats que d'un point de vue esthétique. Donc on retrouve le jugement de goût, l'autre faculté liée à l'art dans la critique de la faculté de juger Kant. Et qu'est-ce que dit Lovache? In my opinion, combinatorics is now growing out of this early stage. There are techniques to learn, there are branches which consist of theorems. Ah, génial. Merci. There are branches which consist of theorems forming a hierarchy and which contain central structure theorems, donc on retrouve à nouveau les structures, forming the backbone of study. There are notions abstracted from many non-trivial results, which unify large parts of problems in different fields of mathematics would follow. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? J'en arrive à la fin de la partie sur les mathématiciens. On va voir ce que j'aurai le temps de dire, ce que je regarde du coin de l'œil Philippe. On verra ce que j'ai le temps de dire ou de ne pas dire sur Granger. 15 minutes? Tout, en comptant les questions. Donc, je vais parler de Granger rapidement. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que, en fait, la façon dont Villemain infléchit la thèse qui était présentée dans la faculté du G, on peut déjà lui accorder une vertu, c'est de rendre compte d'une pratique des mathématiciens. J'ai pris 2 exemples dans 2 périodes différentes. Et donc maintenant, je vais essayer d'aller vite. À moins que je saute directement à la conclusion. Je vais essayer de vous présenter, mais très rapidement, comment on peut retrouver ce type de questions chez Granger. Alors, il y a Granger a écrit en 1968 un essai d'une philosophie du style, donc il cherche à définir ce que c'est que le style en mathématiques. Donc l'idée est la suivante, donc je lis. Étant donné une certaine structure dont la mise en évidence est la raison d'être de l'œuvre, plusieurs possibilités en général se présentent pour la mettre en place au sein de l'expérience mathématique du créateur. Donc là, le point sur lequel je veux insister, non, parce que ça va trop vite, mais au moins, vous verrez qu'il y a une parenté. Il y a d'un côté le créateur, et donc il y a différentes façons de créer, et de l'autre côté, en devenir, il y a une certaine structure. Les éléments qui échappent à la grille ainsi constituée forment une sorte de résidu non exploité. C'est-à-dire qu'en fait, ces éléments-là ne sont pas à expliquer par la structure. Puisqu'on s'aperçoit que la détermination de ce résidu ne dépend pas univoquement de la structure même.
soit qu'un auteur ait pu présenter plusieurs manières successives de constituer dans son expérience une même structure, soit que plusieurs auteurs présentent chacun une variante de la constitution d'une structure identique dans leur expérience respective. Donc, cette différente façon de se saisir d'un concept et de l'intégrer dans un système opératoire, je continue à lire, c'est ce que Villemin appelle des faits de style. Et alors, ça, je vais passer. Je suis désolé, c'était en relation avec ce que va faire Jean-Pierre ce soir, mais on pourra en parler. Et donc, voilà. Le point qui m'intéresse, en fait, c'est que parmi les exemples de style mathématique qui sont envisagés, de faits de style qui sont envisagés par Granger, pardon, il y a le style cartésien et le style argésien. Donc, je vais passer ce transparent pour garder du temps pour les questions, et le point sur lequel je vais insister, c'est sur la différence que fait Granger entre Descartes et Desargues. Alors, pourquoi ? Parce qu'elle fait écho à ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez vu que Descartes insistait sur le fait que sa résolution des problèmes mathématiques était articulée à une connaissance d'un objet, et donc la façon de Granger de dire cela, c'est de dire que chez Descartes, donc Descartes et Desargues ont deux façons différentes de viser un même objet qui sera une certaine structure, qui est liée à la géométrie algébrique, je n'entre pas dans le détail, et que, en fait, chez Descartes, la structure qui définit l'objet est manifeste. Et nul n'est choqué de l'avoir prise pour modèle d'intelligibilité. Alors, je m'excuse, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais le point que je voudrais souligner ici, c'est que Granger dit, au contraire, chez Desargues, tout demeure latent. Donc la structuration est latente. La réduction structurale à quoi devait conduire la méthode argésienne ne sera réalisée effectivement que par Monge et Schall et analysée seulement par Cayley en 1859. Donc le point, et ça sera quasiment la fin de l'exposé, le point sur lequel je veux insister, c'est que ici, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que Granger, quand il oppose d'un côté structuration manifeste à structuration latente, il retrouve exactement ce que disait Villemin quand il indiquait que dans certains cas, les cas de structuration manifeste, les mathématiciens se fixent comme contrainte de procurer en même temps que la résolution d'un problème les raisons d'être de cette résolution et de mettre en avant une méthode uniforme, c'est le cas de Descartes, et que dans d'autres cas, et là on est dans le cas du génie en mathématiques au sens psychologique, c'est le cas de Desargues, cette structuration n'est pas manifeste mais est latente. Et le travail du mathématicien et du philosophe, c'est de révéler cette structuration, et cette révélation peut prendre du temps. L'exemple typique de cela, c'est Desargues. Alors, conclusion, ça je laisse, c'est une citation d'André Weil, c'était pour simplement montrer qu'il y a on peut à nouveau mettre en relation d'un côté le mathématicien qui est André Weil et Gilles Gaston Granger. La conclusion, je l'emprunte en fait à Granger dans un autre ouvrage qui s'appelle Pensée formelle et sciences de l'homme, et je pense que cette conclusion-là résume un peu le projet qu'on trouve chez Granger, mais aussi qu'on trouve chez Villemin, puisqu'en fait Granger cite Villemin. Il y a cette citation, peut-être que vous connaissez, il s'agit de substituer au cogito humain dans un univers de Dieu le travail humain dans le monde des hommes. Et donc là, pour le coup, c'est assez typique de la tradition française, c'est le fait et de la critique qu'a pu opérer Villemin du projet kantien, c'est le fait de donner une place importante à l'histoire. Donc je terminerai en citant Granger. C'est bien en effet une révolution ptolémaïque que doit effectuer la philosophie des sciences en passant d'une doctrine du cogito à une doctrine du concept, ça c'est Cavaillès. Il doit être possible cependant de maintenir la valeur objective d'une science tout en rendant compte à la fois, et ça c'est ce qui me semble essentiel et important dans le projet et de Granger et de Villemin, donc tout en rendant compte à la fois de son histoire
et de la vocation formelle qu'elle comporte. Il faudrait, croyons-nous, substituer à l'analyse transcendantale des conditions de la perception, ça c'est le projet de Kant, une analyse des conditions de la praxis. Donc on pourrait dire Gilles Gaston Granger, philosophe de la pratique mathématique avant l'heure, et essayer au contraire de comprendre que la spéculation formelle est véritablement un moment de la praxis. Donc la spéculation formelle qui revient sur, si j'essaie de rapporter cela à ce que je viens de dire, le travail de réflexion, de réflexivité des mathématiques sur, par exemple, le matériau du génie mathématique et le fait de transformer cela au sein de manuel en une méthode uniforme, c'est un moment de la pratique. Et il s'agit de découvrir comment cette pratique s'articule aux autres démarches qui constituent notre activité. Et donc, je pense que la dernière phrase résume de façon, comment dire, percutante et à la fois élégante le point important. Ce serait là vraiment la tâche d'une philosophie des sciences parvenue à l'âge adulte et soucieuse seulement de comprendre, non de régenter, ça serait une philosophie des sciences en position de surplomb par rapport à la science, ni de témoigner, ça serait la position d'une histoire des sciences purement descriptive. Je vous remercie. Obrigado. A gente tem 10 minutinhos para questões, perguntas. This was a beautiful, really beautiful presentation. I liked it very much. I just would like you to propose you something. Maybe you have something to say. I'm very curious about it. And this is the relation about theory and problems. And you had this Dieudonné points, but maybe you have something more. I lost a little bit of Vouleman sayings, and I think that at some point, in some sense, it could be very well paying to take the notion of problem as more basic than the notion of theory. And so to think about theories as a byproduct of a better or more extended notion of or a theory of problems, let's say. What do you think about that? Thank you. Well, first I would think that the opposition between a problem solver and theoreticians is not a good opposition, in the sense that what I think is very interesting here is that Vouleman as well as Dieudonné just point out that there is a natural relationship between problems and theories, and that good problems are problems which led to theories. And there also, I did not specify that, but to go to answer you on the, do you have other things? What says Dieudonné about? Excuse me. So. Dieudonné adds something here which is interesting, because he says that it's not only that problems led to theories, it's also the fact that there is a feedback, in the sense that he quotes Hilbert saying that what participates from the wealth of a theory is the insertion of new problems. So we have really something like a virtuous cycle, I would say. And here, the theories in voie d'étiolement are those of which problems are more and more narrow. So here, my point is that what I would like to say is that this relation between problems and theory and theorization is constitutive on the mathematical activity, and I think that it's what is interesting in what Vouleman says, and it's even more interesting in the sense that we just see with various texts that it's a position which is shared by mathematicians. So that's my answer.
Oui, merci pour l'exposé. Ce qu'on voit dans l'exposé, c'est que, en fait, Granger et Vuillemin, en réfléchissant sur cette question du génie mathématique, finissent par dériver vers une autre question qui est de savoir si la mathématique se réduit à ses structures explicites. Et c'est là-dessus qu'il y a débat. Et ça correspond d'une part à d'autres positions de philosophie des mathématiques françaises, comme de Santi. Les idéalités mathématiques, c'est beaucoup autour de ça. Et puis, tu montres que ça rejoint l'idée d'une rupture apportée par Cavaillès entre philosophie du concept et philosophie du sujet. Donc, on récupère tout un paysage de la philosophie française qui est important pour nous et qu'on connaît bien. Mais néanmoins, moi, ma réaction, elle se situera à un niveau plus naïf, qui est sur l'attribution de génie aux mathématiciens. Ouais. Et dans la manière dont le problème est posé au début, à partir de... par la faute de Kant, mais repris par Vuillemin, on a l'impression que pour que ce soit génial, il faudrait que ce soit singulier, non reproductible et inconscient, des choses de ce genre-là. Hein. Ouais. Seulement est génial ce qui était à la mesure d'un cerveau singulier et pas de tous les cerveaux, et ce qui n'est pas reproductible et ce qui peut-être est inconscient, en dernière analyse. Moi, je résiste à ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je ressens les mathématiques et les mathématiciens comme génial ou géniaux, indépendamment de toutes ces circonstances. Et je vais donner un exemple narratif. Il se trouve que j'ai été colleur en mathématiques en classe préparatoire, et j'ai fait passer des colles à Laurent Laforgue, qui a eu un destin extrêmement prestigieux, donc, puisqu'il a obtenu la médaille Fields. Et je me souviens que l'année où je devais le faire passer en colle, je n'ai jamais pu trouver un exercice qui tienne plus de 10 minutes entre les mains de Laurent Laforgue. Et je me souviens en particulier de lui avoir demandé de trouver toutes les algèbres simples de dimension finie sur un corps K. Et c'est les matrices carrées NN sur K. Hein. Et je me souviens comment il s'est tout de suite mis au travail sur le problème, et on voyait qu'il habitait l'intelligibilité des objets algébriques dont il s'agissait sans avoir d'effort à faire. Il était déjà un membre de ces objets algébriques, il naviguait en eux. Et donc pour moi, c'était déjà génial. Évidemment, il a fait depuis des choses bien plus difficiles et bien plus géniales que je ne comprends pas et que je ne connais pas, mais je le trouvais déjà génial. Et pour moi, le génie, c'était ça, c'était une subjectivité qui est identifiée à l'intelligibilité de la mathématique. Alors, je peux... Merci Jean-Michel. Alors, en effet, je pense que dans le... Mais il faudrait reprendre un peu plus... Là, je me suis contenté de citer en reprenant Vuillemin, mais il faudrait reprendre un peu plus en profondeur la critique du jugement. C'est vrai qu'en effet, il y a une indistinction, au moins en tout cas... Je pense que dans Kant, si on reprend les choses en détail, on verrait qu'elle disparaît, mais qu'en tout cas, disons, dans le langage ordinaire, entre œuvre et grande œuvre. C'est ça que, tel que tu le dis, c'est comme ça que je le comprends. Et donc le génie, c'est pas celui qui crée l'œuvre d'art, c'est celui qui crée la grande œuvre d'art, et en effet, unique, non reproductible, etc. Et je trouve d'autant plus... intéressant que Vuillemin en fait transforme ça non plus non plus nécessairement en grande œuvre, mais dans l'idée que toute œuvre mathématique, donc on sort de la grande œuvre, et là pour le coup a vocation à finir dans un manuel. Et là pour le coup je trouve que c'est une version ouais. Et pour le coup je trouve que c'est une version comment dire intéressante aussi pour le philosophe des mathématiques ou des sciences qui aurait tendance à se concentrer sur les grandes œuvres, par exemple, si je prends Descartes, à considérer Descartes. Et la chose assez étonnante, a priori, sous la plume de Vuillemin, c'est de se dire, finalement, au bout du compte, il faut regarder les manuels. Et ça, pour le coup, je pense que ce n'est pas forcément un geste classique du philosophe des sciences ou de l'historien des sciences ou de l'historien des mathématiques, ou à tout le moins en n'ayant pas une visée seulement descriptive, mais en ayant une visée explicative, de considérer les manuels de mathématiques, c'est-à-dire de considérer les élaborations postérieures. Donc cette idée de tout est...
cette variation sur la citation, tout dans le monde est fait pour conduire un livre de Mallarmé. Moi, j'aime bien comment dire, la variation modeste, tout dans le monde mathématique est fait pour conduire un manuel. Obrigado, professor Marron.